Bonjour mes amis. Ce dont je voudrais vous parler, je repartirai en 3 parties pour ne pas disperser la pensée. Premièrement, essayons de comprendre la nature de cette infirmité dont nos faux partenaires occidentaux sont atteints et qui les empêche, bien que unis ils dépassent largement la Russie en grandeur et puissance, de la déchirer avec les sanctions d'enfer et de la mettre à genoux. Les pays qui lancent contre nous ces sanctions comptent presque 1 milliard de population. Leur PIB est plusieurs dizaines de fois plus gros que celui de la Russie, et l'ensemble du dollar et de l'euro leur permet de gérer l'économie mondiale à leur gré. Les réponses, il faut les chercher avant tout dans l'histoire. Comme vous vous rappelez, c'est bien les anglo-saxons qui étaient porteurs de tous les droits, libertés, principes démocratiques, etc. Mais on oublie toujours que l'Empire britannique vivait sur les compagnies des Indes orientales, de pillage de ses colonies, et la situation n'a pas beaucoup évolué depuis. Certes, le centre du monde anglo-saxon a déménagé de Londres à Washington, mais les anglo-saxons, unis par leur culture et leur histoire commune qu'ils présentent d'une façon très fine, sont restés au fond absolument les mêmes. Ils ont introduit des méthodes de gestion néocoloniales. Oui, d'abord, ils vivaient de leurs colonies, ensuite des bénéfices des 2 guerres mondiales. Et finalement, ils ont établi le système du dollar. Ce système marchait toujours bien, car il avait un fond idéologique. Le slogan de cette idéologie, si bien connue dans le monde occidental, c'est la richesse. Enrichissez-vous. L'économie du marché était plus avancée que l'économie féodale. Elle permettait d'établir des liens économiques plus progressif. Ce système permettait de gagner plus d'argent car il disposait d'une pompe qui permettait de pomper des ressources toujours de l'extérieur, donc alimenter la démocratie et la liberté de nombre de gens très limités, alimenté par ce qui était au fond rien d'autre que le pillage des territoires sous mandat. Nous voyons aujourd'hui que la dette publique américaine qui a franchi le cap de 30 trillions de dollars est repartie dans le monde entier. Pourtant, les Américains vivent plutôt bien, comme d'ailleurs les autres anglo-saxons. Les pays européens sont déjà des territoires plutôt sous contrôle, sous mandat, on leur laisse vivre à l'aise, mais on reprend un peu de leur indépendance. Le point capital est que pendant toutes ces années, ce mécanisme marchait à merveille. Enrichissez-vous, enrichissez-vous, enrichissez-vous. Mais avec le temps, n'importe quel modèle économique vieillit. Or, ce modèle a vieilli, lui aussi. Le pompage de ressources extérieures devient de plus en plus difficile, car les territoires des Indes orientales, aussi bien que de toute la région de l'Asie-Pacifique, y compris la Chine, deviennent petit à petit moins contrôlables, rapportent moins, ils veulent avoir sa partie du gâteau. Il semble qu'après la chute de l'Union soviétique, la Russie est servie sur le plateau. Il fallait seulement la couper bien, et peu importe comment, par dégradation sociale ou morcellement territorial, mais soudain, elle a commencé, elle aussi, à se relever des genoux et à montrer les dents. L'Occident n'a pas pu la craquer, il fallait bien subsister. Pendant un certain temps, on vivait en trayant l'Europe de l'Est. On en retirait les meilleurs spécialistes d'autres ressources humaines et matérielles. On fermait les usines, ramenant ses propres entreprises, exploitait des nouveaux marchés. Maintenant, ça ne marche plus, car il n'y a plus de ressources, plus de fonds. Et puis arrivent d'autres pays comme la Russie ou la Chine, ou encore l'Inde. Plusieurs pays commencent à exploiter ces marchés. Et où est-il donc le débit extérieur? Il n'y en a plus. Alors on a décidé de s'alimenter par l'inflation et la hausse de PIB. Remarquez, durant cette dernière décennie, on a introduit dans la conception de l'économie de marché une notion importante, et je dirais même aberrante, qu'une société moderne florissante ne peut pas être considérée comme telle si la part des services dans le PIB est inférieure à 70%. Or, ce volume est formé pour la plupart non pas avec les services de logistique ou de prostitution, mais avec des valeurs du marché boursier, je vous le dis en tant que spécialiste diplômé en valeurs financières. Et puis, chose encore pire, il est formé essentiellement avec des sous-jacents, produits dérivés, comme obligations, FRA, contrats à terme, etc., qui ne sont pas des instruments financiers de base, qui eux se rapportent aux matières réelles, aux produits réels. Et ces instruments dérivés, qui peuvent représenter 2e, 3e ou 4e dérivation, ils opèrent non pas avec des produits de base, mais avec des capitaux spéculatifs éphémères, et le taux de ce capital dépasse 70%. Voilà que j'entends mes amis français, pas les français russes, mais les français s'étonner depuis le mois dernier. Comment est-il possible? Le PIB français dépasse celui de la Russie. Nous avons dû, à nous tout seuls, la mettre à genoux, mais nous n'y arrivons pas. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on leur explique ces choses basiques, ils ne les comprennent pas.
Ils ne comprennent pas ce que comprenait Pouchkine encore au XIXe siècle quand il écrivait dans Eugène Onguénine, ayant le produit simple, il n'a pas besoin d'or. Prenons un exemple, le gaz et le pétrole. Regardez bien, le prix du gaz en Europe dépasse depuis longtemps 1000 $. Maintenant, il est à 1500 $ par millier de mètres cubes. Et l'on nous dit que c'est un marché, et que c'est le prix de marché. En réalité, ça n'a aucun rapport avec le marché. Tout comme l'essence aux États-Unis, dont le prix a presque doublé ces derniers mois. Remarquez, la livraison de gaz russe, au prix considérablement inférieur par rapport au marché, ne s'est pas arrêtée un seul instant. La Russie fournit 155 milliards de mètres cubes par an en Europe. Le reste vient en grande partie d'Algérie, puis de Norvège, de gisements britanniques, etc. Le gaz en provenance du Qatar ou des États-Unis occupe une partie bien limitée. Essentiellement, l'Europe s'alimente au gaz local, russe, norvégien, etc. Leur propre gaz, de leur propre gisement. Le gaz russe arrive en Europe au prix 2-3 fois plus bas que le prix de marché actuel. Une grande partie du gaz russe était vendue d'abord à 500 $. Le prix moyen de l'année écoulée est de 500 à 600 $. Aujourd'hui, c'est 700 $, mais pas 1500. D'où vient ce prix exorbitant? De ce capital spéculatif. Lorsqu'on dit « le gaz nous manque », pas du tout les gars. Comme j'ai déjà dit l'année passée, dans vos gazomètres, il y avait assez de gaz pour couvrir le besoin de chauffage durant toute la saison. Avec la livraison de Russie qui ne s'arrêtait pas, vous alliez surmonter l'hiver le plus dur. Aujourd'hui, nous voyons que c'était bien vrai. Bien qu'on parle des réserves les plus basses de toute l'histoire, il ne faut pas nous raconter des bobards. Ce qui importe, c'est qu'il y a une balance entre l'offre et la demande. Au fond, le gaz que l'Europe consomme aujourd'hui, qui se trouve dans ses gazomètres, il était encore acheté au prix de 200-300 $ les 1000 mètres cubes. Et le gaz que vous consommez, il est cumulé. Et il y a une balance de l'offre et de la demande. Ce qui manque, c'est le moyen de museler les appétits de gros financiers, agioteurs de marchés de fonds, qui disent « Écoutez les gars, aujourd'hui le gaz, nous en avons assez, mais demain, on vend des FRA, des contrats à terme avec la livraison de 2-3 mois, et alors il n'y aura plus de gaz. Nous adoptons des sanctions contre la Russie. Et si elle nous coupe les robinets, elle l'a toujours pas fait, mais qui sait? Et voilà pourquoi le gaz coûte 1500 $. Ce n'est plus un marché sain, c'est un marché spéculatif que l'État n'arrive pas à contrôler. Car la planification économique ne marche absolument pas. L'Occident n'a pas fait ce qu'il fallait faire depuis longtemps. De quoi parlait encore Galbraith, économiste américain. L'expérience de l'Union soviétique est considérée comme ratée. Ce qu'aujourd'hui nous montre la Chine est considéré toujours comme mauvais, car ce sont les communistes qui sont au pouvoir. Voilà pourquoi on vit en s'accrochant au modèle vieilli. Le pétrole aux États-Unis, il n'y avait aucune baisse de livraison, tout au contraire. Vers le 25 mars, le volume de pétrole de provenance russe a augmenté de 40%. Les États-Unis extraient eux-mêmes assez de pétrole. Néanmoins, le prix de l'essence et de tous les produits pétroliers n'arrête pas de grimper. Pourquoi? Le même capital spéculatif. Et si un jour ce pétrole, il va nous manquer? Un jour, quelque part dans l'avenir. Mais pour s'enrichir, c'est maintenant. On encaisse les bénéfices, bien qu'au niveau de l'essence, il n'y en ait pas moins. En voilà les grimaces réelles de ce capitalisme, qui, ayant perdu la possibilité de se nourrir comme avant par ce pompage de l'extérieur et satisfaire ses ambitions, commence à s'écrouler. Et ce système s'écroule, non pas parce que la Russie ou la Chine se comportent mal, mais puisque ce système lui-même a vieilli. Et les origines de la guerre que l'Occident mène contre la Russie, guerre sur le territoire ukrainien et celle des sanctions, ne sont pas dans les propos que les droits et libertés de certains Ukrainiens étaient bafoués ça et là. Le fait est que justement, le système lui-même ne peut pas subsister, il tente de survivre. Joe Biden vient d'en parler ouvertement, peut-être sans même réaliser ce qu'il disait. Le monde est en train de changer. Dans le monde nouveau, les États-Unis sont forcés à combattre pour son droit de rester monopoliste, force prédominante et propager sa politique. Laquelle? Continuer à imprimer les dollars pour les vendre au monde entier, pour que les gens troquent leurs produits réels, leurs ressources et le reste contre du papier. Et alors, disent-ils, nous vivrons bien, et vous, un peu moins bien, parce qu'on va contrôler pourquoi et combien on va vous payer. Et au cas où il nous arrive une crise, et ça arrive les crises, vous savez, on va annoncer une crise mondiale financière, et par conséquent annuler les dettes en les répartissant entre vous. Voilà pourquoi la vie chez vous sera plus dure, quelques entreprises feront banqueroute, mais en principe, nous passerons cette crise mieux que vous, et pourrons vivre à l'aise encore 10 ou 15 ou 20 ans. C'est ce système que l'Occident tente de conserver.
Mais le hic est qu'il l'a bâti sur du sable, sur ces fonds spéculatifs qui n'ont pas de fonds réels, sur ces emprunts interminables, l'argent factice qui n'est pas appuyé par un produit réel. Aujourd'hui, le volume d'argent circulant dans l'économie, peu importe qu'il soit sur papier ou numérique, ne correspond pas à l'ensemble de produits et de ressources que détient l'Occident. Le monde occidental, ce malheureux milliard qui consomme, et encore ce n'est pas pour tous, les 3/4 de tous les produits bruts, produits finaux et énergie produits dans le monde entier. Les plus de 6 milliards qui restent consomment beaucoup moins. Et aujourd'hui, nous avons ce que l'Occident a annoncé avec tant de ferveur et dont il rêvait. Nous combattons contre la surconsommation qui provoque le réchauffement et le changement climatique. On va consommer moins et le monde va devenir plus propre. Nous combattons pour ce changement. Et je crois que Greta Thunberg, si elle conserve l'esprit lucide avec un peu de raisonnement, doit soutenir la démolition de ce système qui s'est formé et qui a vieilli. Le système qui provoque la consommation et la surconsommation aux frais de tous les autres. Voilà, en général, pourquoi l'Occident est en train de perdre la guerre économique contre la Russie.